souvent. Puis même dans les pays en guerre, les pays qui étaient massacrés, comme on a eu la France, on a eu l'Europe, il y a des individus qui n'ont jamais vécu la guerre. Parce que ceux-là, c'était pas leur guerre, puis ils étaient pas là non plus. Il y a des individus qui, eux autres, c'était pas leur guerre, mais n'étaient pas conscients de rien, puis qui ont été manipulés, comme le peuple juif, puis comme énormément de prisonniers, à travers tout ça. Alors, ce qui fait qu'on peut faire quelque chose pour la paix, mais c'est notre paix, nous autres, sur laquelle il faut qu'on travaille. La paix mondiale, on peut y croire parce qu'on a extrêmement peur que ça vienne nous écraser, mais je pense que c'est absolument absurde de perdre notre énergie à vouloir empêcher des personnes qui parlent pas notre langue, qui pensent pas comme nous autres, qui ont une programmation absolument différente, d'arrêter d'avoir peur de nous autres. Parce que les Soviétiques ont peur des Américains autant que les Américains ont peur des Soviétiques. Les deux, c'est deux peuples, disons, pacifiques, mais deux peuples peureux. Il y a des gouvernements qui font une propagande, il y a des choses qui se passent là, puis nous autres, on n'a rien à faire là-dedans. Puis c'est pas en ne voulant pas se battre qu'il n'y aura pas de guerre, parce qu'en voulant pas se battre, ben, on va simplement se faire envahir. Mais l'important, c'est pas là. Quand l'homme arrive à une forme de conscientisation, l'homme se fout royalement d'être envahi ou d'envahir. L'homme, il est même pas mêlé à ça. Il y a une forme de respect qui apparaît à un moment donné dans un individu qui rayonne, qui fait que ben, les Soviétiques vous toucheront pas, ils vont aller vous chercher parce qu'ils vont avoir besoin d'aide. Les Américains vous toucheront pas, ils vont aller vous chercher parce qu'ils vont avoir besoin d'aide. Puis tous les peuples qui sont là, puis n'importe qui est là, va aller vous chercher parce qu'ils vont avoir besoin d'aide. Il y a un bonhomme, à un moment donné, je réponds longuement à cette question-là parce qu'elle est assez importante. Il y a un bonhomme qui s'appelait Johnny Pépin de Pomme. Il a vécu aux États-Unis. Et puis lui, qu'est-ce qu'il faisait, c'est que comme chapeau, il avait une casserole, il s'en servait aussi pour cuisiner. C'est intelligent. Il se promenait nu-pied, habillé moitié indien, moitié homme blanc, parce que quand il trouvait des guenilles que quelqu'un avait laissé tomber, ben il s'en revêtait. Et puis lui, il se promenait, puis partout où il allait, il plantait des pépins de pommes. Et puis lui, il trouvait que planter ces pépins-là, la pomme était une nourriture absolument essentielle pour l'homme. C'était un fruit qui pourrait lui amener la santé. Et il était tellement à l'envers, puis il comptait tellement des drôles d'histoires, puis il plantait ses pépins de pommes seulement aux endroits où il était bien reçu. Alors dans sa tête, il y avait seulement le bon peuple qui pourrait manger le bon fruit. Et puis partout où il allait, justement, il aidait. Il guérissait un peu. Et puis il y avait des guerres à cette époque-là entre les Indiens et les Blancs. Il y en a eu longtemps. Puis il y en avait même entre les Indiens et les Indiens. Ben Johnny Pépin de Pomme a traversé tous les États-Unis. Puis les pommiers qu'on a ici, c'est lui qui nous les a amenés. Parce que ces pommiers-là, il n'y en avait pas ici avant. C'est lui qui a répandu ça partout en Amérique. On l'a aidé après, là, mais c'est lui qui l'a fait connaître. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand il rencontrait des Indiens, des Arapaho, il rencontrait des Comanches, il rencontrait des Pieds-Noirs, il rencontrait n'importe quelle sorte d'Indiens, ces Indiens-là ne l'attaquaient jamais. Sa légende l'avait devancé énormément, puis partout où il allait, il était respecté. On le nourrissait dans n'importe quelle des tribus, puis ces Indiens n'ont jamais fait ça. Les Blancs, Anglais ou Français, n'importe quel des hommes blancs, ou des hommes rouges, l'acceptaient n'importe où ce qu'il allait. Lui, il n'a jamais vu de guerre, il n'a jamais rien vu, il a simplement ensemencé tous les États-Unis puis une partie du Canada avec des pépins de pommes. Il a toujours été respecté partout, puis il a toujours été nourri. Alors, il y a quelque chose, à un moment donné, dans un homme qui est dans le temps de faire quelque chose comme lui, il rayonne quelque chose qui le protège. Empêcher la guerre? Non. Soyez en paix, vous autres mêmes, avec vous autres mêmes. C'est quand on s'engueule encore avec un autre là, pour empêcher les Russes de venir nous attaquer, il y a un problème là-dedans. Quand nous autres mêmes, on a des conflits, il faut qu'on règle nos propres conflits. Sinon, on fait juste étendre, temporaliser, on fait juste remettre ce qui doit arriver. Puis, si toute l'humanité, ou si une légère parcelle de l'humanité arrive à rayonner et à être conscient, ben, il y a bien des choses qui n'arriveront pas. Mais présentement, c'est que la psychologie astrale de l'homme force l'homme à vouloir la paix. Bref, force l'homme à avoir peur de la guerre. Puis plus l'homme va avoir peur de la guerre, et plus l'homme va vouloir faire la paix. Puis comment qu'on fait la paix quand on a peur de la guerre? Ben, quand une abeille rentre chez vous, elle vous fait peur. Comment on peut avoir peur d'elle en l'écrasant? C'est simple, c'est ça que c'est de même, ça marche. C'est ça la psychologie de l'homme. Fait que quand on va avoir assez peur de nos ennemis, on va les exterminer. On n'aura plus peur de nos ennemis, on va être sûr d'être en paix. C'est ça qui est le danger. En paix, nous autres, à bien avant. Peut-on dire qu'il n'y a plus d'énergie disponible dans la cinquième race? Je pense qu'on veut dire plus. Peut-on dire qu'il n'y a plus d'énergie disponible dans la cinquième race? Serait-ce la raison de la violence qui éclate un peu partout dans le monde? Comment capter l'énergie dans la sixième race? Bon, l'énergie de la cinquième race, elle est là, c'est de l'énergie mémorielle, donc de l'énergie astrale. Toute l'expérience de l'humanité est là dans l'énergie de la cinquième race, donc dans l'énergie astrale, donc dans les mémoires, dans l'expérience. Avoir un mental suffisamment développé pour pouvoir se servir intelligemment de cette expérience-là, ça veut dire obliger l'homme à ne jamais recommettre les mêmes erreurs. Donc, ça l'amène l'homme à la sixième race, à l'ère du Verseau. Alors, ce qui fait que présentement, il y a des violences simplement parce qu'il y a une race qui naît
des jeunes surtout, puis une race d'adultes avec qui renaît psychologiquement à une nouvelle forme de compréhension que le cadre social ne permet pas. Alors automatiquement, il n'y a plus de violence, il n'y a plus de conflit. Il y a des jeunes qui ont des questions nouvelles, qui peuvent trouver aucune réponse nulle part. Alors ils essaient d'enterrer leurs questions par la musique, par la boisson, par la drogue ou encore par le suicide. Il y a des adultes qui arrivent au même état. Alors, ce qui fait que ça l'amène à une montée, disons, de violence et de problèmes. Il y a une autre chose aussi, c'est que quand une forme d'énergie nouvelle ou une énergie positive qui commence à monter, ben, l'humanité marche comme ça en dualité présentement, et il y a toujours une forme d'énergie négative qui tend à monter en même temps. Ça a toujours été comme ça, puis pour l'instant, ça va l'être encore pour un petit bout de temps. Comment capter les... Excuse, Daniel, c'est donc dire que le positif et le négatif montent parallèlement. Tout le temps. Et puis, un jour, pour en arriver à faire l'électricité. C'est ça, ça va faire une synthèse. Pas d'électricité sans... Si on a seulement du positif, oui. Ou si on puis l'énergie est en duel par rapport à la psychologie de l'homme. Ben, par rapport aux Soviétiques, les Américains sont d'énergie négative. Et le positif soviétique doit augmenter. Par rapport aux Américains, les Soviétiques sont d'énergie négative. Et le positif américain doit augmenter. Ça, c'est deux formes d'énergie qui doivent se complémentariser en une synthèse. Pas une thèse, pas une antithèse, une synthèse. Puis ça, c'est pour ça que c'est normal, il y a des choses comme ça qui doivent arriver. L'homme qui se conscientise, qui arrive réellement à comprendre, donc qui se mentalise à un moment donné, ben arrive à, justement à pouvoir... Il est lui-même l'énergie de la sixième race. On ne peut pas capter une énergie, on devient cette énergie-là en termes de sixième race. Et on a déjà la possibilité d'avoir les expériences de la cinquième race, donc de toutes les races qui sont passées avant nous autres. Ben, il faut avoir maintenant une intelligence, un mental du moins assez puissant pour pouvoir justement se servir de l'expérience pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. C'est surtout ça. Daniel, j'aimerais que tu nous parles du message que le pape a à nous apporter. Je pense que le pape va vous en parler mieux que moi. Si je rabaisse mes vibrations... Allez l'écouter, au moins, si vous posez des questions comme ça. Mais tu peux... Si je rabaisse mes vibrations en allant, par exemple, dans une discothèque, ces vibrations perdues, vais-je les récupérer après? Merci, Lucie. Non, les vibrations, c'est-à-dire que la perte de vibration, automatiquement, elle va être récupérée par l'entourage. Et puis, si l'individu même va perdre ses vibrations parce qu'il est trop sensible à l'extérieur. Moi, je vais dans une discothèque, je perds pas de vibrations. Mais à un moment donné, mes oreilles peuvent pas réussir à supporter le nombre de décibels, par exemple. C'est-à-dire que je peux le faire. Hein, j'étais ambulancier, je rentrais dans une discothèque pareille quand il y avait un appel là. Bon. Sauf que moi, je ne vois pas, j'ai plus rien à prendre là, sauf à perdre de l'énergie, à essayer de ne pas en perdre. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, je sors. Et j'ai rien perdu. Si tu as une raison d'y aller, tu peux y aller, ça ne te dérange pas du tout. Exactement. Mais tu n'iras pas pour t'amuser. Non, ben, je m'amuse pas, justement, là. C'est ça. Je vais m'amuser bien ailleurs. Mais par contre, tout ce qui est perdu en termes d'énergie, on le retrouve pas en sortant. Les énergies qu'on perd sortent pas nous attendre dehors. Je dirais, ils sont absorbés par l'intérieur. Quand on sort, ben, on est comme on est. Alors, ce qui fait qu'il faut régénérer ces énergies-là. On peut sortir et se ressentir mieux. C'est parce que notre taux vibratoire a été diminué temporairement, mais si tu restes là 5-6 heures de temps, à un moment donné, quand tu sors de là, ben, tu sors en dansant comme tout le monde. Qu'est-ce que la philosophie hermétique? Hermès était-il le maître des maîtres de l'évolution dans l'involution de l'homme? Disons l'ordre dans le désordre. Claude. Philosophie hermétique. Philosophie veut dire spéculation ou concept. Donc, ça veut dire essayer par l'imagination de répondre à quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est ça une philosophie. Alors, on a une philosophie de la vie qui essaie de nous organiser pour qu'on prenne le moins mal possible ce qui nous arrive. Une philosophie, c'est pas un savoir, c'est une spéculation, donc une conceptualisation. On essaie, comme je répète, par l'imagination de répondre à des questions que le mental se pose. Philosophie hermétique, hermétique veut dire fermé. Donc, philosophie qui ne peut pas être étendue, ésotérique serait un synonyme. Hermétique parce qu'elle est réservée seulement aux initiés, donc à ceux qui vont travailler réellement dedans. Hermès était-il le maître des maîtres? Bon, Hermès n'était pas le maître des maîtres. C'était un très, très grand alchimiste, par contre. De l'évolution non plus. Dans l'involution de l'homme, disons l'ordre dans le désordre. Alors, Hermès n'a pas été le maître dans le désordre ou encore le désordre dans l'ordre. Disons que si on veut chercher un maître dans le désordre,
on aurait le comte de Saint-Germain qui serait peut-être plus spécialiste qu'Hermès. Bon. Dans le désordre? Ouais. Par rapport à ce que l'humanité voit, parce qu'évidemment... Ah, par rapport à ce que l'humanité C'est voit, ça. oui. C'est-à-dire que lui va accélérer la déchéance humaine pour qu'il arrive au point où ce qui va pouvoir réellement se mettre à évoluer. Plus vite ça va arriver, plus vite l'homme va évoluer. Donc, par rapport à l'homme qui se fait écraser, c'est mauvais. Par rapport à quelqu'un qui regarde le schéma évolutif planétaire, c'est bon en tabarouette. Est-ce que Hermès fait partie de la même gang que le comte de Saint-Germain? Oh oui. OK. Comment savoir ou reconnaître... Oh, excuse, pardon. Comment savoir ou reconnaître le début de l'involution? Merci. Bon, ben, une personne qui pourrait réellement reconnaître le début de l'involution sur lui-même, ça va de soi, hein, parce qu'on parle d'un travail sérieux, alors c'est sur nous autres mêmes qu'on observe, pas chez les voisins. Une personne qui pourrait reconnaître le début de l'involution, c'est une personne qui n'involuerait pas. Par contre, quand nous-mêmes, on se sent complètement changé, c'est très, très, très dur réellement de déterminer comment vous, individuellement, dans votre psychologie puis dans votre chemin, vous pourriez voir le début de l'involution. Une chose qui est sûre, c'est que si vous êtes capable de voir, si on est capable par l'observation attentive, de voir quand vous exprimez ou quand vous laissez s'exprimer en vous des énergies qui sont négatives pour vous. Parce que même dans votre schéma évolutif, avant de descendre au niveau de l'involution, vous avancez comme ça pas mal. Même dans votre schéma ascendant, il y a des périodes descendantes. Mais vu qu'il y a plus de périodes ascendantes que descendantes, ça crée une courbe qui monte. Alors, je suis joyeux, je suis un petit peu en colère. Je suis joyeux, je suis un petit peu en colère. Je suis joyeux, ben, à un moment donné, je suis en colère, joyeux un petit peu. En colère, joyeux un petit peu. Ça, c'est la période descendante. Alors, ce qui arrive, c'est que le début de l'involution, c'est simple. Toutes les fois que vous exprimez une forme d'énergie qui est négative pour vous, puis négative pas par rapport à un contexte, pas par rapport à un concept, pas par rapport à une idée apprise, négative pour vous, hein, qui vous fait mal, qui vous fait de quoi. Alors, c'est évident que si, après avoir fait quelque chose, vous êtes totalement épuisé, ben, pensez que ça peut être négatif pour vous. Ça suctionne vos énergies. Bon, alors il y a tellement de choses qui peuvent être positives pour un individu puis négatives pour un autre individu que faut pas vous baser sur un concept philosophique, moral ou religieux ou sociétaire pour pouvoir décider qu'est-ce qui est négatif. Il y en a qui vont manger une canne de crème glacée pour déjeuner le matin, puis c'est très positif pour eux autres. Puis pour un autre individu, il va dire c'est complètement stupide, des cornflakes, il faut manger le matin. Bon, alors ce qui fait que il y a des choses qui sont négatives pour un individu, pour l'un autre sont positives. Du moment que vous vivez quelque chose qui est négatif pour vous, hein, puis ça, là, je ne vais pas trop élaborer là-dessus, vous savez ce qui est bon et ce qui est pas bon pour vous autres à un moment donné. Bon, ben simplement, c'est que quand vous vivez ça, c'est une période de dégénérescence, donc d'involution. Elle peut être minime parce qu'elle peut être encore dans votre courbe d'évolution. Ça peut être aussi le début d'une phase d'involution. Une chose qui est sûre, c'est que quand vous comprenez plus, quand vous rayonnez plus, quand ça va plus, si vous vous efforcez de faire en sorte que ça l'aille, ça peut vous amener à évoluer. Faut pas tout oublier ce qui se passe. Mais si vous essayez de faire en sorte, pas me forcer à les aimer, à un moment donné, tu vas essayer rasser, là, que ça va être fini. C'est ça, là. Alors, quand on vibre de quoi de négatif en nous, c'est le début de l'involution, mais ça peut être une évolution qui est très minuscule, parce que c'est votre courbe d'évolution, mais si on cherche un début, il est là. Puis moins l'homme va avoir de phases négatives, donc ils vont rabaisser son taux vibratoire, bien évidemment, plus vite qu'il va avancer. On sait que le comte de Saint-Germain a comme responsabilité des responsabilités d'ordre politique. De quel ordre sont les responsabilités de Hermès? On parle pas trop de ça, c'est pas utile. Une personne vivant avec un alcoolique voit-elle sa vibration abaisser? Si oui, son évolution est-elle freinée? Ben, une personne qui vit avec un alcoolique a des problèmes. Et si elle a des problèmes continuellement qu'elle ne peut pas régler, c'est parce qu'il faudrait qu'elle aille dans une autre école. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, son taux vibratoire est effectivement abaissé. Bon. Si oui, son évolution est-elle freinée? Mais son évolution n'est pas freinée à la condition que l'individu puisse sortir assez fréquemment du cadre d'involution pour pouvoir, disons, observer les leçons qu'elle aurait à apprendre dans ce cadre-là. Alors, comme je dis souvent, une personne qui fume pas est en santé.
Mais une personne qui fume, elle a un mot de petit avantage sur la personne qui fume pas. Elle a le meilleur des moyens pour développer la volonté. Arrêtez de fumer. Alors, l'individu, donc, qui est pris à quelque chose comme ça, ben, il faut qu'il sorte de temps en temps pour pouvoir remonter ses vibrations, mais il est dans un cadre, disons, que s'il voudrait réellement, absolument parfait pour se forger. Bon. Alors, on se forge dans le feu, mais souvent, quand le feu est trop violent, tout ce qu'on veut, c'est s'en aller ailleurs, on forge plus rien pantoute, on fond dedans. Bon. Alors, le marteau brise le cristal, puis il forge l'acier, ben, c'est à peu près la même affaire. Sauf qu'il faut que l'individu puisse se retirer de temps en temps, puis observer pourquoi ça me touche, qu'est-ce qui se passe, la psychologie d'elle-même. Il y a bien des choses, elle a un cadre, disons, une belle école. Mais l'école est utile si le professeur ne tape pas trop. Ça va de soi. Il faut prendre les choses sérieusement, mais ne pas se prendre au sérieux. Cela m'arrive souvent, mais l'entourage m'oblige à me prendre au sérieux. Alors, que faire vis-à-vis des autres? Il y a bien des signes qui existent pour envoyer promener son entourage. Mais là, on dirait pas ça. Mais une chose qui est sûre, c'est que faut être diplomate, ça va de soi. Faut jamais prendre la vie au sérieux, puis être diplomate, c'est pas se prendre au sérieux. Regardez les politiciens, ils sont diplomates. Il n'y en a jamais un qui se prend au sérieux dans rien de ce qu'il dit. Hein? Alors c'est ça, être diplomate. Être diplomate, ça veut dire être capable de contourner une involution d'autrui ou encore de contourner ce qu'il veut savoir quand on veut pas le dire. Vous avez éduqué vos enfants, plusieurs. Vous savez c'est quoi les diplomates, hein? Vous leur dire n'importe quoi sans leur dire la vérité. Bon, alors c'est ça. Ce qui va arriver à un moment donné, c'est que si moi je dois être sérieux quelque part parce que contexte, le social se prête à ce que je sois sérieux. Pas parce que mon voisin va penser que je suis pas un bon père, ou etc. Ça, lui, on s'en balance. Mais si, par exemple, moi, je vais perdre mon travail parce que le contexte ne prête pas à ce que, etc., ben, je vais donc m'amuser à faire le gars sérieux. J'ai déjà joué à l'homme d'affaires, j'ai déjà rencontré du monde, j'ai déjà aussi enseigné longtemps, où je m'amusais même à faker que j'étais en colère. J'imitais que j'étais en colère. Parce qu'il fallait absolument que je sois en colère. Parce que sans ça, les enfants que j'enseignais, à un moment donné, il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas. Puis quand je les envoyais dans le coin, il fallait que je me retourne assez vite parce que je pouvais pas, j'avais de la misère à m'empêcher de rire. Mais même des fois, ils m'entendaient. Fait que ça allait plus. Mais ce qui arrive, c'est ça. C'est que quand le contexte ne prête pas, ben sérieusement, on joue à être sérieux. Puis c'est bien drôle. Alors, ce qui fait qu'on ne prend jamais la vie au sérieux non plus. Mais il faut toujours être diplomate. La diplomatie, c'est ça. C'est réellement de s'amuser à paraître un gars sérieux. Bon. Alors, on peut sérieusement s'amuser à être sérieux. Puis je pense que c'est ça qui est important. Alors, cela m'arrive souvent et l'entourage m'oblige. Mais l'entourage n'oblige jamais. Toi, tu te sens obligé par l'entourage. Donc, toi, tu t'obliges à réagir à l'entourage. Mais l'entourage t'oblige pas, à moins que tu attaches les mains derrière le dos, là. Là, il t'oblige à avoir les mains attachées. Ils peuvent pas t'obliger à rire ou ben non à être sérieux. C'est toi qui le décides. Par contre, si le contexte, pour être logique avec toi, là, si le contexte t'oblige à ça, c'est-à-dire que si tu veux rester dans ce contexte-là, tu dois être sérieux, ben, crime, sois sérieux, tu vas rire encore bien plus des autres. Alors, c'est ça. Que faire vis-à-vis des autres? Ben, c'est ça. Quand c'est obligatoire, tu le fais. Quand c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Dans un ascenseur, je sais pas pourquoi tu rirais pas comme un fou assis à terre à manger un suçon. Hein? On va dire, c'est ceux qui rentrent dedans, ils vont sortir de là, puis ils vont pouvoir en parler pendant 2 semaines, c'est tout, tu sais. Mais si c'est ton patron qui rentre là, ben, c'est mieux d'être debout que ta cravate. Bon. Ça va faire de l'ouvrage pour les ambulanciers. Oui. Je connais présentement une période de déprime que rien ne justifie. Je lutte contre ces sentiments. Si je laisse faire, cela risque d'être pire, il me semble. Oui, ben c'est ça qu'il y a. C'est que le laisser faire, c'est pire, puis lutter contre les sentiments, ça l'aide pas non plus. Bon. La période de déprime va arrêter lorsqu'elle va arrêter. Ça fait que l'individu va penser que c'est parce qu'il a laissé faire ce qu'il a laissé faire, ou bien non, c'est parce qu'il luttait contre s'il luttait contre. Mais à un moment donné, ça arrête. Parce que toute la phase au complet se replace, puis à un moment donné, ça remonte. Maintenant, c'est ça qu'il y a. C'est qu'il faut pas lutter contre, il faut observer ce qui se passe. Mais il faut pas non plus le laisser faire. Si ça vous tente de donner une claque d'en face du chauffeur d'autobus, ben, laissez-vous pas faire. Parce que lui, il se laissera pas faire après. Mais par contre, si on est tout le temps frustré par n'importe quoi, c'est pas ça non plus. Faut observer ce qui se passe. Juste l'observer, sans le condamner, sans le justifier, sans le raisonner, si on peut pas le raisonner, juste s'observer. Alors, je suis déprimé, puis je m'observe. Vous asseyez sur une chaise, là, vous êtes tout seul dans votre sous-sol, puis dans votre 2e étage. Fermez les lumières, mettez ça bien déprimant. Essayez ça. Bien déprimant. Une musique que vous aimez pas, là, qui, ben non, tout croche. La radio entre 2 postes, là. Puis la télévision, vous ôtez le noir dessus, vous entendez bien avec le son. Mettez ça bien déprimant, là. Mettez les lumières déprimantes, tout ça, là.
Essayez ça. Là, écrasez-vous là-dedans, tout est vaché, puis déprimez-vous au coton. Après ça, observez-vous. Faites juste observer, là, qu'est-ce que ça avait de l'air. Condamnez-vous pas, hein, faites rien, faites juste observer qu'est-ce que vous avez de l'air. À un moment donné, vous allez voir, vous serez plus déprimé. Le voisin va se demander pourquoi vous riez de même. Bon, c'est simple, hein, mais c'est ça. Sauf que si on n'est pas assez déprimé, on peut pas assez observer. Fait qu'on essaie de s'observer, puis on se dit, moi, c'est plate, la vie. Pourquoi c'est plate? Parce que c'est plate, c'est évident que c'est plate. Mais mets la plate, la vie. Mais si tu fais ça toi-même, là, c'est la même chose que tu fais en dedans avec. Tu vas voir que t'es clown dans ta barouette. C'est ça, c'est pas se prendre au sérieux. Mais si tu mets de la valeur, si tu te prends réellement au sérieux le fait que t'es déprimé, ben là, tu te prends au sérieux. C'est très, très, très déprimant de se prendre. À ce moment-là, tu génères la même énergie. Ben oui. Ce qui est très bon, des fois, avant de s'installer dans la cave avec les lumières déprimantes puis la radio en 2 postes, c'est d'aller voir Indiana Jones ou un film comique ou quelque chose. Ou tu peux y aller après, mais exactement, c'est la même chose. Tu vas simplement générer de quoi. Sauf que si tu vas voir un film en revenant chez vous, ça peut être aussi déprimant. Mais mets-toi dans ton cadre de déprime et observe-toi. Fais juste t'observer. Si t'es réellement capable de t'observer, là, ben regarde. S'il faut que tu te plaignes, là, mets 3-4 pitous, 3-4 photos de quelqu'un, là, puis commence à te plaindre. Essaie de t'observer comment tu te plains. Ben, à un moment donné, de savoir que c'est comique en Christie. Et pourquoi que les autres peuvent pas t'aider? Parce que c'est trop comique. Ils peuvent pas te prendre au sérieux. Quelqu'un qui est déprimé, qui vient se plaindre tous les fois des mêmes affaires à toi, qu'est-ce que tu fais avec? Tu veux plus la voir. Dire, il n'y a rien à faire avec elle. Elle vient, elle demande un conseil, tu donnes un conseil. La semaine d'après, elle a encore le même problème. Hein. Puis le conseil, ben, le conseil, c'est pas le conseil qu'elle voulait venir se plaindre. Ben, si vous êtes de même, plaignez-vous. Achetez-vous des pitous, des photos. Ou ben non, mettez-vous un miroir, puis regardez-vous dedans, puis essayez d'être le plus déprimé possible dans le miroir. Convainquez-vous d'être déprimé dans vous regardant dans le miroir. Puis vous allez voir qu'à un moment donné, vous serez plus déprimé. Bon, ben ça, c'est une manière. Très, très bonne manière. C'est l'observation. Puis si l'observation psychologique, on peut pas le faire, ben, exprimez votre dépression, votre déprime à l'extérieur, là, mettez tout ça bien, bien déprimé, le poste, la radio en 2 postes, tout ça. Puis là, déprimez-vous au coton, mais observez-vous. Puis observez-vous comment vous cherchez à rendre tout déprimé chez vous, là. Laissez-le pas faire, parce que dans 1 mois, le ménage n'aura jamais été fait. Le linge va être encore à terre, la vaisselle bien empilée, et vous serez pas rendu compte que c'est vous qui avez bâti ce cadre-là. Ce qui fait que lui, il va vous déprimer. Mais bâtissez-le, le cadre, là. Après ça, regardez-le. Et là, vous allez voir que vous allez rire. Parce que là, vous allez réellement découvrir c'est qui fake qui est déprimé, que c'est vous autres. Mais si vous laissez tout faire ça tout seul, un moment donné, vous allez arriver dans le même cadre que j'ai parlé tout à l'heure, mais ça va avoir pris 2 mois ou 2 semaines. Puis vous saurez pas que c'est vous autres qui l'avez bâti. Puis si on le dit que c'est vous autres, ben, comment moi? C'est pas moi. Je suis le même. Mais c'est ça, bâtissez-le rapidement. Vous allez voir que votre déprime. Puis tous les fois que c'est déprimé, ben vous recommencez la même affaire. Vous allez rire comme une folle, comme un fou. Bon, ici j'ai une question, Daniel, très longue mais très intéressante. Ouais, OK? Alors, pourrais-tu expliquer les mécanismes existants entre la loi des impressions et le phénomène d'involution? Oui. Pour ça, tu me repasses l'autre partie. Ah, il faut aussi que je l'explique. Je pensais que vous vouliez savoir si j'étais capable. Bon, la loi des impressions et le phénomène d'involution. Bon, l'impressionnabilité de la forme, de tout ça, il y a un cadre qui oblige. Un cadre, pourquoi? Parce que sur la planète Terre, il y a des choses qui sont passées là, puis ces choses-là ont fini par, disons, se répètent continuellement de par une mémoire, et vu qu'ils se répètent continuellement de par une mémoire, on appelle ça une loi. Bon. Alors, ce qui se répète, c'est une loi. Puis il y a toujours des exceptions à la loi. La loi de l'impression, elle peut se définir de plusieurs manières, premièrement. Première chose, c'est que la loi de l'impression se fait au niveau de la matière en ce sens que tout ce qui peut être projeté, tout ce qui est énergétique à un moment donné, finit par rencontrer un cadre où il peut être impressionné, c'est-à-dire un cadre où il peut s'identifier. Alors, on a des choses matérielles ici qui s'identifient. C'est une forme de loi d'impression. On va la résumer assez rapidement, la loi, parce qu'on peut faire une conférence complète juste là-dessus. La loi d'impression même qui a rapport à l'involution, c'est quand l'homme a des pensées et qui viennent donc automatiquement impressionner l'astral, donc ils rentrent en mémoire. C'est comme une photo. Une photo, ben la lumière impressionne la photo, c'est une impression sur la pellicule, et on garde le souvenir de la chose. Alors tout ce qui va arriver, c'est que moi, étant de matière astrale pour une grande part, donc de matière mémorielle,
de matière psychologique. Tout ce qui est à l'extérieur de moi peut venir par la loi d'impression, se graver en moi, donc automatiquement fait partie de mes mémoires. C'est ce qu'on appelle aussi la manipulation de l'astral. Alors, si moi je vous crie des bêtises, automatiquement, ça va, par la loi d'impression, se prendre après vous autres, ça va rester là, puis vous allez réagir à ça. Manipulation, de ma part. Parce que vous êtes impressionnable. Donc, la manipulation vient pas de l'extérieur, elle vient toujours de l'accréditation que vous le faites, vous, de l'intérieur. Si je vous dis simplement d'aller aux toilettes, mais d'une manière plus québécoise, ben, si vous accréditez ce que je dis, ben, ça vous choque, parce que vous avez appris que c'était pas beau à dire ça. Si vous êtes bien constipé, puis c'est un médecin qui vous le dit, vous trouvez que c'est bien poli. Bon. Alors, vous voyez, ça dépend simplement du contexte psychologique de l'intérieur. Et ça, vous allez donc laisser, justement, une impression se faire sur vous. L'involution, c'est que la loi d'impression des choses négatives va primer quand une personne est en involution, donc ça peut précipiter son involution. Mais c'est pas la cause de l'involution de l'homme. Et la loi d'impression des choses positives vont aussi précipiter l'homme à évoluer. Mais c'est pas la cause de l'évolution de l'homme non plus. C'est une manipulation qui se fait des deux côtés. Alors l'involution va être accentuée par la loi d'impression. Puis là, la loi d'impression, c'est beaucoup plus d'autres choses, là, mais la personne qui pose la question doit savoir c'est quoi. J'espère. Tu vas piquer la feuille. Et puis, l'évolution se fait aussi par la loi d'impression. Mais les deux ne sont pas la cause, les deux vont accélérer. Après cette explication vient la deuxième partie de la question. N'est-il pas exact que les êtres humains sont sur la Terre pour faire un travail que certaines intelligences extrêmement évoluées n'avaient pas la capacité de faire, notamment l'étude de la matière sur tous ses aspects, afin de créer des modèles pouvant servir à la création dans les éthers, et que les esprits, maintenant les hommes, ont été mentis sur la nature de la matière, nature emprisonnante, afin qu'ils acceptent de descendre dans la matière, donc que l'homme a été victime de la loi d'impression depuis le début de la création de ce plan matériel, donc que l'homme fait face à son pire ennemi en ce qui est de cette loi ou principe. Bon. Premièrement, cet individu-là qui pose des questions comme ça, ou cet individu-là, homme ou femme, elle serait la bienvenue, je crois, aux conférences du mois le dimanche, qu'on fait une fois par mois, parce que à ces conférences-là, on répond à des questions de ce genre-là d'une façon absolument ouverte. Mais il y a des genres de questions de temps en temps, comme tout à l'heure, tu m'as parlé d'encore d'Hermès par rapport à Saint-Germain. Il y a des choses qu'on peut pas parler en public parce que le public n'étant pas prêt à tout savoir, parce que psychologiquement parlant, il y a une écologie psychologique qu'on doit respecter. C'est-à-dire que l'individu qui apprend lentement, là, il reçoit une affaire de même, là, style à la question, ben, il peut paniquer s'il est pas prêt, il peut avoir des crimes de problème. Ce qui fait que lentement, on prépare un public à arriver à pouvoir à ces choses-là. On a d'autres conférences plus approfondies, justement, où ce qu'on répond plus royalement, comme ceux qui ont fait différents séminaires de différentes personnes, ou mes séminaires, ou encore qui ont réellement un bagage de connaissances, là. Bon, sont les bienvenus à ces conférences-là. La prochaine, c'est dimanche prochain. Une fois par mois, où ce que justement, ça dure que 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, la conférence, c'est-à-dire que le public pose les questions comme qu'ils veulent. Mais je pense que la question ici, je répondrai à l'individu, oui, dans presque tout son ensemble, sauf que le but de l'homme par rapport à l'homme, c'est pas ça. Mais le but de l'homme par rapport à un schéma extérieur à la planète Terre, visuellement de loin, c'est ça. Incluant la fin. Incluant la fin. On m'a parlé d'une dame très avancée spirituellement qui écoute à la lettre ce qu'elle croit être des messages d'êtres invisibles par son intuition habituellement. Que penses-tu d'une telle attitude? Merci, Daniel. Bon, alors Daniel, on en a déjà parlé souvent. Il y a 2 formes d'énergie qui peuvent amener des messages à un homme ou à une femme. Ces 2 formes d'énergie-là sont une énergie inhérente à l'homme, la première forme, et l'autre une énergie extraterrestre, parce qu'elle n'est pas inhérente à l'homme et à son milieu. Les énergies inhérentes à l'homme sont des énergies qui vont être du domaine physique.
comme la planète Terre. Du domaine vital, comme la planète Terre. Du domaine astral, mémoriel, comme la planète Terre. Et du domaine mental, ce qui est aussi relié à la planète Terre. Excédant le mental de l'homme, relié à la planète Terre, il n'y a rien d'autre. Donc, les autres formes d'énergie qui n'ont pas été générées, engendrées par la planète Terre, sont donc des formes d'énergie extraterrestres. Extraterrestres, pas dans le sens d'un petit bonhomme vert qui vient nous visiter. Dans le sens d'énergie qui ne sont pas générées par le cœur même de la planète Terre, donc d'énergie qui ne sont pas générées par l'homme pour l'instant. Alors, automatiquement, la deuxième forme d'énergie, la deuxième forme, disons, d'appel de connaissance, peut être de type extraterrestre, ce qui, disons, présentement, ce qu'on appelle le supramental, qui a déjà été l'Esprit Saint, qui a déjà été le mental supérieur, qui a déjà été aussi l'intelligence active. Donc, savoir qui n'est pas relié aux mémoires de l'homme, aux mémoires qui sont emmagasinées dans la planète. C'est-à-dire, quand tu dis qu'il a déjà été, on utilisait ces termes, mais c'est la même chose. C'est ça. Le Saint-Esprit. C'est toute la même affaire. Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'un individu peut avoir, donc, un contact d'être invisible, invisible parce qu'elle ne le voit pas, invisible parce que elle ne peut pas le toucher, elle ne peut juste qu'avoir l'image. Mais ayant l'image, cette image-là peut venir d'une mémoire planétaire, donc peut être assujettie à l'astral planétaire, donc à tout ce qui s'est passé sur la planète Terre. Et ça peut aussi venir de elle ou encore de son interprétation de la mémoire planétaire. Ce qui fait qu'un individu peut rencontrer la mémoire d'un grand maître et cette mémoire-là lui parle. L'individu qui n'est pas au courant parle, selon elle, au grand maître, dans son sommeil ou éveillé. Puis ça, on en a eu plein sur la planète Terre, ça a aidé l'homme à évoluer, mais il y a toujours un gros problème, c'est que dans ces entités mémorielles-là, ces entités-là ne peuvent pas s'adapter à rien de neuf, comme aucune mémoire ne peut s'adapter à quoi de vivant, de neuf. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, ces entités mémorielles-là vont essayer d'interpréter, de donner des réponses, ils ont toujours donné des réponses. Ce qu'on reçoit au niveau de l'astral, ça peut être très bon pendant un certain temps. Puis à un moment donné, ça peut être totalement erroné, totalement fautif. Ça peut nous manipuler d'une façon absolument décadente et même dégueulasse. Ça peut même amener une personne à tuer au nom de Dieu ou au nom de n'importe quoi. Ça peut, pendant longtemps, amener l'individu à évoluer énormément. La seule chose qu'il y a, c'est que ces mémoires-là, cette intelligence aberrée-là de l'astral, on ne peut pas lui faire confiance. Il faut absolument que le mental de l'homme, ou du moins que, disons que c'est un haut astral spirituel, filtre et étudie. Dieu me dit, bois de l'eau, je bois de l'eau. Dieu me dit, coupe les oreilles à ce chat-là, je les coupe pas. C'est simple. L'autre forme d'énergie, qui est l'énergie du supramental, ou l'énergie de l'esprit. Excuse, Daniel. Dans ce que tu viens de mentionner tantôt, là, comme tu dis, dans certains contacts, ça amène des personnes au suicide ou à tuer ou ainsi de suite. On voit ça de plus en plus d'ailleurs. Les journaux en sont pleins. Mais il y a, je pense, toujours un indice de ça. C'est quand le taux vibratoire de la personne est bas. Oui, mais ça, il faut que la personne ait un ego très fort pour que ça arrive. Il faut que son taux vibratoire, elle le maintienne dans un niveau très bas. Ce qui va arriver, c'est que l'autre forme d'énergie, qui est l'énergie de l'intelligence active, par rapport à l'intelligence passive de l'intellect qui est liée aux mémoires, qui ne peut pas penser d'autre chose que... faut absolument qu'il pense avec ce qu'il connaît. Alors, l'intelligence active, qui, elle, n'est pas reliée à la planète Terre, c'est une forme, donc, d'intelligence, d'énergie qui descend dans l'homme. Ça ressemble à une illumination, disons, dans le cadre religieux, quoique il y a certaines formes d'illumination qui sont de type astral aussi. Mais, normalement, un flash... Alors, ce qui va arriver, c'est que cette énergie-là, elle peut s'appeler l'intuition. Bon, elle va toujours donner quelque chose de vrai. Mais jamais, au grand jamais, pour prédire l'avenir, pour régler le problème immédiat d'une personne, pour donner un conseil, par exemple. Enfin bref, tout ce qui, justement, tu parles d'ego, tout ce qui peut être utile à l'ego, ça, jamais l'énergie du supramental ou l'énergie de l'Esprit Saint va lui amener une réponse. Jamais. Donc, tout ce qui a rapport à moi, je sais que le feu va prendre l'autre bord, je suis mieux de m'en aller tout de suite. Ça, c'est astral, typiquement astral. C'est bon, je dis pas le contraire, l'astral est bon, tant qu'il vous a pas fourré. Après ça, il est plus bon. Bon, mais quand c'est l'énergie supramentale, elle descend en termes d'énergie qui peuvent être transposées par le mental sous forme de connaissances, par la parole, par exemple, sous forme de connaissances. Des connaissances qui regardent pas moi. Pas une connaissance qui m'indique que l'eau ici est bonne à boire ou non.
Il y a des formes d'énergie au niveau du mental, il y a des formes de perception qui vont me dire ce que j'ai à faire avec cette eau-là. Mais l'énergie intuitive de l'énergie supramentale, c'est chose justement qui ne répond à rien de ce que l'ego demande. Vous avez souvent prié Dieu. Combien de fois qu'il vous exauce? À peu près jamais. Par contre, votre vie est bien menée. Puis quand vous priez à un Dieu qui vous exauce, c'est toujours parce que votre ego veut quelque chose. Vous priez à un Dieu dans le ciel, à un Dieu créé par l'homme à son image. Bon. Puis quand le Dieu exauce pas, on change de religion. Ben c'est ça. On cherche un esclave qui va nous exaucer. Alors, le Dieu dans le ciel, donc l'énergie supramentale, ne répondra jamais à un appel de l'ego humain. Dieu dans les cieux. Oui, Dieu dans les cieux, pardon. Ne répondra jamais à l'ego humain. C'est bien important. Alors, où est le problème? Ça, c'est la mesure extrême. Mais est-ce que l'homme a le discernement là-dedans? Ou la femme, est-ce qu'elle a le discernement là-dedans? Certains vont dire oui, parce qu'ils ont appris qu'il fallait avoir le discernement. Fait que comme je suis meilleur qu'un autre, ben j'ai le discernement. Ça va de soi. Pas besoin d'y penser, c'est évident. Je suis moi, j'ai le discernement. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que l'individu peut se faire enguirlander par l'apprentissage, par les connaissances. Hein? Un individu qui, si il a de l'intuition astrale et de temps en temps de l'intuition supramentale, mais s'il apprend par l'expérience à découvrir le discernement, il va pouvoir discerner. Puis s'il l'apprend, bang, demain, on fait une conférence, ben, automatiquement, l'individu qui est orgueilleux, ben, c'est évident qu'il a le discernement. Ben, c'est ça le piège. Tout à l'heure, on n'a pas répondu à une question, j'ai répondu oui puis non. Ben, c'est ça, il y a des connaissances qui ne doivent pas être amenées présentement parce que l'individu va s'en servir égoïquement parlant pour pouvoir accréditer ses problèmes. Alors, ce qui fait que le discernement, c'est quoi discerner? C'est de savoir. Mais le savoir par rapport à quoi? Ben, c'est là qu'est le gros problème. Alors, si ça répond à l'ego, disons que présentement, si l'ego est assez minuscule, donc si le mental est assez fort pour pouvoir travailler avec ça, mais si ça répond à un de nos demandes égoïques, c'est presque 100% sûr que c'est pas supramental. Mais ça veut pas dire que c'est pas bon. Puis ça, c'est un grand piège encore de l'enseignement que l'homme doit maîtriser son astral. Donc, l'homme doit détruire la forme, disons, qu'a l'astral sur lui pour le contrôler. Par contre, l'homme ne doit pas détruire l'astral. On détruit ce qui nous manipule d'une façon inintelligente, ce qui nous empêche d'évoluer en le rendant esclave, donc en devenant son maître. Pas en balayant l'astral, parce que l'astral, l'homme, il l'a pas créé pour le fun. L'astral, tout à l'heure, on parlait de certains plans. Ça fait partie d'un plan évolutionnaire de l'homme dans la découverte de la matière, qui est astrale. La matière, c'est astral, c'est mémoriel, ça garde sa forme. On perfectionne l'astral, on crée une énergie qui conserve encore plus la forme qu'on appelle la vie ou le vital. Quand le vital est retiré, le corps disparaît. On perfectionne encore l'étude, donc on arrive à la mémoire, même psychologique, dans la mémoire de l'idée. Une cassette, ça enregistre ce qu'on dit présentement, toute la matière enregistre, même ce qui est pensé. On perfectionne. Maintenant, il faut perfectionner encore plus pour pouvoir quitter. C'est pas en détruisant l'astral qu'on quitte, c'est pas en détruisant tout le travail qu'on a fait. Par contre, c'est en arrêtant d'être manipulé par ce travail-là, parce qu'on a généré. Alors, ce qui fait que le discernement, il arrive quand? Ben, c'est ça, les individus sont pas capables de le savoir. Fait que checkez-vous tout le temps, même quand c'est Dieu qui vous parle. Comme ça, vous êtes sûr de jamais vous faire avoir. Est-ce que tu pourrais donner un exemple disons, quelqu'un qui a un contact supramental, comme par exemple lors des bombardements à Hiroshima, Nagasaki, ou un autre exemple semblable? Ben oui, les bombardements à Nagasaki, tu l'as dit? Ah. Mais je peux t'en donner plein d'exemples de contacts supramentaux. Ce qui se produit chez l'individu lorsque le Saint-Esprit descend dans l'individu et qu'il le dirige, c'est ça. Oui, mais ça, c'est un contact où que par hasard, disons que les corps de l'individu sont prêts à recevoir une dose un peu plus massive d'énergie. Ben lui, il sait plus ce qu'il fait, tout ce qu'il se souvient quand l'énergie est partie, tout ce que sa mémoire a capté, ben, c'est qu'il était bien, puis il sait pas comment se fait qu'il s'en est sorti. À l'époque, justement, comme on parle de bombes, d'explosions nucléaires, où l'individu est en plein cœur de l'explosion, mais l'individu n'a rien. Puis ses enfants n'ont rien. Il n'y a jamais eu d'explosion nucléaire pour lui. Parce que lui, son taux vibratoire était en haut du rayonnement nucléaire. Alors, ce qui fait qu'il était en haut des problèmes. Mais ça, c'est un contact supramental que lui-même a ignoré. Tu sais pas quand tu es en contact. Tu sais que tu as été en contact. Surtout. Mais certains de ceux qui ont passé à travers ça, Daniel, se souviennent d'avoir ressenti un feeling, comme quoi qu'il était une manipulation totale, qui s'en allait, il ne savait pas pourquoi, il dirigeait absolument rien, virait à droite, virait à gauche, ainsi de suite, il pilait sur des corps. C'est la qui vont s'appeler. Et puis, exactement.
Et puis, il y avait rien à faire. Il fallait qu'il le fasse. Mais je veux pas trop en parler. Pourquoi? Parce que de temps en temps, l'astral va te donner les mêmes phénomènes. Alors, ce qui fait que si tu sais trop comment, tu fais moins attention, parce que toutes les fois que ça ressemble à ça, tu dis c'est ça. Même quand c'est astral. Alors, tu es encore plus manipulé. Alors, ce qui fait que si tu fais attention, tu vas découvrir toi-même ta propre mesure pour discerner. Tu te fieras pas à ce que quelqu'un a dit, puis tu pourras pas, à un moment donné, te faire avoir en pensant que c'est ça. C'est pour ça que... Les anges et les archanges ont-ils une forme? Si oui, ressemblent-elles à un égrégore? Merci. Ah ben, pour ressembler à un égrégore, ça ressemble à un égrégore. Ah, ça, c'est sûr. Maintenant, un égrégore, ça ressemble à quoi? À n'importe quoi que ça nous tente que ça ressemble. Bon, c'est un égrégore. L'égrégore, c'est une forme pensée. Les anges ont un rôle dans le plan d'évolution cosmique. Les archanges, supérieurs un peu aux anges, ont aussi un rôle. Mais ils ont une forme, et c'est surtout, eux-mêmes n'ont pas de forme. L'homme a une forme parce que l'homme s'identifie dans une limitation matérielle qui est inexplicable scientifiquement. Hein? J'ai déjà expliqué en conférence que l'air à l'extérieur de nous, puis l'air, quand je l'inspire, là, ben l'air en dedans de moi, c'est moi, puis l'air à l'extérieur, c'est plus moi. Mais il n'y a aucune différence de liaison moléculaire entre l'air extérieur et l'air intérieur, mais moi, je m'identifie dans une forme. Alors, les anges et les archanges n'ont pas de forme. Par contre, ils ont la forme que nous, on veut bien leur donner, qui est à peu près similaire, parce qu'à un moment donné, dans une représentation, c'est-à-dire que quand on va avoir une visualisation d'une forme, disons, d'archange ou d'ange, c'est relié à l'égrégore planétaire. C'est-à-dire que toi, si tu as entendu parler qu'un fantôme, c'est de telle ou telle manière, normalement, quand un fantôme se présente, il se doit de se présenter selon la forme conventionnelle. Bon. Mais plus l'humanité va évoluer, plus les formes égrégoriennes sont transformées, sont transmuées. Alors, ce qui fait que le fantôme a de plus en plus le choix d'une garde-robe pour se présenter devant l'homme. Bon. Nos anges et nos archanges, c'est un peu pareil. Le fait de leur mettre des ailes, ils n'ont pas d'ailes. Par contre, étant donné qu'ils peuvent, disons que les visuels, le monde qui en ont vu il y a bien longtemps, les voyait s'en aller puis voler, automatiquement, il fallait qu'il y ait un décret des ailes. On ne peut pas expliquer à quelqu'un qu'un individu vole s'il n'y a pas d'ailes. Tout le monde sait que pour voler, il faut des ailes. Bon. Alors, ce qui fait que, à un moment donné, même dans les rêves, dans les sommeils ou encore dans les rencontres, ce qui est très, très rare, ils ont une forme qui est égrégorienne, donc qui a été créée par l'homme. Mais eux-mêmes n'ont pas de forme. Est-ce qu'on pourrait en parler vibratoirement parlant? Énergétiquement parlant? De forme? Des archanges et des anges? Oui, on peut en parler. On n'aura pas le temps d'en parler bien longtemps. Mais disons que l'homme... c'est parce que ce serait extrêmement très, 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 très long de pouvoir expliquer qu'est-ce que vient faire, dans quel niveau sont placés les anges par rapport à l'évolution de l'homme. Parce que tu as les anges, tu as les archanges, tu as tellement de formes, disons, d'énergie qui sont supérieures à d'autres. Tu as des énergies qui sont catalyseurs dans l'évolution de l'humanité. Tu as des énergies qui sont freineurs dans l'évolution de l'humanité. Toujours des énergies qui sont positives. Alors, l'ange lui-même, c'est une énergie qui est proche de l'homme. L'ange, par exemple, tu as l'ajusteur de pensée qui est une forme d'ange, qui est un type d'ange, mais qui n'est pas les anges qu'on connaît normalement ou qu'on a entendu parler. Tu as tellement de catégories, de formes, on appelle certains des messagers. En réalité, c'est simplement un canal d'énergie qui permet à l'énergie de descendre. D'ailleurs, c'est ça un messager, amener un message. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, en 1984, que l'ange a presque fini son travail sur Terre? Pas tout à fait encore. Par contre, l'ange lui-même a fini son apprentissage sur la Terre. Ce qui fait que l'ange qui vient sur la Terre vient pas sur la Terre pour aider l'homme, il vient sur la Terre pour se parfaire. Comme l'homme n'est pas sur la Terre pour aider les plantes à pousser, il est sur la Terre pour se parfaire. Bon. Alors, automatiquement, ces anges-là, la majorité des anges, étant donné le plan évolutionnaire de l'homme, mais pas encore. Quand la masse, prochainement, il va y avoir un renversement, à un moment donné, il va y avoir un homme plus intelligent sur la Terre, un vrai homme, un homme du Verseau, disons, un homme de la 6e race, là, les anges vont avoir fini. Bon, il va rester juste quelques petites affaires qui vont être faites par d'autres types d'anges ou encore d'archanges. Par exemple, on a l'ordre des Melchisédek, qui est simplement un ordre de catalyseur ici. Alors, prochainement, il va y avoir une recrudescence, disons, d'ordre melchisédien sur la planète Terre, de revendications melchisédiennes avec, là, voir qu'on se check en tabarouette. Il va y avoir aussi énormément de formes d'énergie similaires que l'on nommera pas le paquet de noms, parce qu'en nommant des noms, on s'imagine tout de suite d'avoir une entité physique, là. C'est des formes d'énergie, comme les Melchisédek sont des catalyseurs. Alors, ce qui fait que prochainement,
ben prochainement, disons d'ici encore quelques décennies, ben le travail des anges va être, leur propre travail va être fini, puis ils n'auront plus rien à faire sur la planète Terre. Mais on a encore le temps. Tu mentionnais de ne pas chercher à comprendre, mais de laisser la compréhension venir à toi. Alors, comment interpréter cette exhortation qui semble contrastante de Saint François ou Saint Thomas, peut-être, et qui suit? Cherche à comprendre plutôt qu'à être compris. Merci, L. Boucher. Bon, là, c'est simplement psychologique. C'est-à-dire que cherche à comprendre ton voisin au lieu d'être compris par ton voisin. C'est ça que ça voulait dire. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut simplement dire que si tu cherches, toi, à comprendre les autres, tu vas donc comprendre les mécanismes de l'astral et les mécanismes psychologiques. Moi, quand je te dis de ne pas chercher à comprendre, c'est quand tu arrives à une phase où tu peux plus comprendre. Tu n'arrives plus à comprendre. Mais là, cherche pas à comprendre. Tu peux continuer à jaser, faire la même chose, mais essaye plus de comprendre. Oui, mais lorsque tu dis ça, tu mentionnes toujours de remplacer la compréhension par l'observation. C'est ça. Alors, ce qui fait que, présentement, je cherche à comprendre certaines choses, ce qui fait que je pose une question. J'essaie d'élucider ma question, puis j'arrive pas. Bon, ben, j'oublie la question. La question a été posée, c'est parfait. Bon. Puis à un moment donné, je repose ma question, puis la réponse va venir avec. La compréhension est venue à moi. Et quand lui donne ça ici, c'est ne cherche pas à te faire comprendre par les autres, c'est plutôt de les comprendre. Ça va non seulement créer une harmonie sociale si tout le monde fait ça va de soi, mais ça va surtout permettre à l'individu d'apprendre par les miroirs, donc d'apprendre à se connaître lui. Mais quand tu essaies de comprendre la réaction de quelqu'un puis tu n'arrives pas à le comprendre, ben passe pas 2 jours à mettre de l'énergie là-dessus, oublie. Va te coucher. Faut voir un film, puis à un moment donné, tu te reposes la question. T'as pas lâché le travail, c'est là l'important. Mais t'as pas cherché à vouloir comprendre quand tu pouvais pas comprendre. C'est juste ça que moi je veux dire. Alors, tu comprends, à un moment donné, l'homme comprend, ça comprend tout seul. Puis tout d'un coup, ça comprend plus. Puis il essaye, puis ça comprend plus. Bon, ben là, qu'il arrête, parce qu'il va devenir tellement perdu qu'il va être fait. Qu'il fait juste s'observer, qu'il continue son cheminement lentement. D'un coup, il va encore tout de suite commencer à comprendre. Il y a de quoi qui va arriver, il va comprendre. Là, il va faire la relation avec ce qu'il y a de comprendre, puis il va encore comprendre. La compréhension vient. Frappe, on va t'ouvrir. Mais frappe, puis défonce pas quand on t'ouvre pas. C'est ça que ça veut dire, ça. Donc, tu frappes, puis t'attends. Tu poses la question, puis t'attends. Mais défonce pas. Parce que là, on n'a plus besoin de t'ouvrir. Faut qu'on batte notre porte. Alors, c'est surtout ça que ça veut dire. Daniel, lors de cette conférence, tu as parlé des hauts et des bas dans l'évolution qui ont tendance à monter, naturellement, parce qu'on est dans une période, si on regarde le schéma planétaire, d'évolution en général, et non pas d'involution. On croit, disons, généralement parlant, en ésotérisme, qu'on est atteint, c'est comme un V, hein? Oui, et puis que là, on est rendu dans les années où on passe présentement dans le bas. Tu regardes, l'évolution individuelle de l'homme est une évolution, c'est une ligne évoluante. Si tu recules assez loin, tu regardes l'évolution de la masse humaine, présentement, c'est une évolution évidente. Si tu recules encore plus loin dans le plan de l'homme, mais son évolution, c'est toujours dans un schéma évolutif. Alors là, on a débuté l'évolution planétaire de la 6e race, on peut dire. C'est-à-dire que non. Pour certains individus, oui, c'est débuté. Pour la majorité des individus, on n'a pas débuté encore. On est loin d'avoir débuté dans quelques mois. Excuse. Ah ah. Pourrais-tu répéter? Oui. J'ai eu un contact. Alors, ce que je te dis, c'est que pour la majorité des hommes, on n'a pas débuté encore l'évolution de la 6e race. Ça va venir, ça, dans quelques temps. Mais si on le regarde au niveau planétaire, Même pas je planétaire. Extérieur planétaire, on est tout le temps dans l'évolution. Hein, on évolue, âge d'or, qui est l'étape d'évolution. T'as l'âge d'argent, t'as l'âge d'airain, t'as l'âge de fer. Mais l'âge de fer, c'est l'âge du Kali Yuga, c'est l'âge de décadence, c'est l'âge qu'on vit présentement. Mais après cet âge de fer-là, on n'est pas sur le même niveau d'âge d'or du départ. C'est que ça monte continuellement comme ça. Alors, ce qui fait que l'âge d'évolution, par rapport à ceux qui vivent ça, c'est réellement une décadence totale. Mais si tu t'éloignes encore au niveau du plan évolutionnaire humain, c'est totalement évolutif. Mais l'homme a besoin de ça pour pouvoir reprendre conscience de descendre en enfer.
pouvoir reprendre conscience de tout ce qui n'a pas fait évoluer. Parce qu'on évolue tellement par petits bribes, par petits morceaux, pour mettre toute notre attention là-dessus en se balançant du reste, à un moment donné, tu es obligé d'aller descendre aux enfers pour voir que tu n'es pas prête. N'étant pas prêt, tu vois que ce qui n'est pas prêt, là, tu te mets à faire travailler ça. Mais tu en oublies tout le temps, parce que tu es toujours trop pressé pour évoluer. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, ben là, tu arrives à pouvoir être capable de voir où est le plan à faire évoluer, puis de quelle manière bâtir un cheminement pour le faire évoluer, le plan. Mais là, on est au début, on est à l'âge de pierre de ça. On vient à peine de découvrir la pierre, on se tape encore dessus du bois. Mais à part quelques grands initiés de quelques siècles, on n'avait pas ces connaissances-là. Non. C'est pour ça que là, Mais on arrive à l'approche de l'âge d'or. Il y a beaucoup d'individus qui ont accès à ces connaissances-là, soit par des contacts ou par des conférences, ainsi de suite, par des gens qui, comme toi, ont accès à certaines connaissances. C'est donc dire qu'il y a certainement un changement quelconque là, dans... Un changement évident, c'est évident, sauf que, regarde la quantité d'humains sur la Terre par rapport à la quantité de personnes qui commencent à se conscientiser, puis le schéma global, il continue à descendre pareil. C'est toujours un balancement positif-négatif. Ouais, parce que il y a plus de négatifs que de positifs. C'est ça, mais les deux sont aussi... si on compare, si on fait seulement que regarder aux États-Unis, l'évolution spirituelle qu'il y a depuis 1 an, c'est absolument incroyable. Au rythme que ça va. Au Québec, c'est la même chose. C'est encore bien pire que partout ailleurs. Le négatif monte aussi en même temps. Oui, par contre, le négatif va moins monter au Québec qu'ailleurs, mais vu qu'il va moins monter au Québec, automatiquement, il y a une place sur la Terre où le négatif va monter plus qu'au Québec. Plus que le positif, là. Pour balancer. Pour balancer. Ça, c'est dommage, mais présentement, étant toujours dans un monde dualitaire, ben, tout reste comme ça au niveau de la psychologie planétaire. C'est dommage, mais qui sommes-nous? Quand je dis c'est dommage, je peux pas dire au monde. Qui sommes-nous pour... je m'en fous bien royalement. C'est ça. Qui sommes-nous pour juger que c'est pas comme ça que ça doit être? Absolument personne. Puis moi, ça me dérange pas de m'en balance. Moi, personnellement, il y a bien des affaires qui vont atteindre les autres, qui m'atteindront pas, parce que eux autres, ben, ils allument pas des sièges pour que ça leur arrive, là, mais ils font tout pour pas que ça leur arrive. Puis de crier à quelqu'un que tu sois pas malade, parce que t'as peur d'être malade. Puis crier à quelqu'un que tu vas guérir, ben, c'est de crier que t'es malade. Puis tu vas guérir. Donc, que t'es malade. Alors, ce qui fait que t'as encore une immense masse planétaire qui est comme ça, qui souhaitent ne pas, puis qui prient pour ne pas, mais ils ne font aucun travail pour que ça n'arrive pas. Puis le travail, c'est pas un travail dans le sens que tu croches les clous que sur les planches pour que tes planches dedans. T'as plus besoin de faire ça, t'es capable de pas mettre les pieds sur les clous à place. Fait que laisse les clous là, puis mets pas le pied dessus. Bon, présentement, là, mais travaille à crocher les clous que par tous ces problèmes, il essaye de les dévier, bon, mais non, c'est pas ça, elles ont plus de problèmes. Pour qu'il y ait un avoir de problème, il faut que tu comprennes les mécanismes. C'est pas ta psychologie qui va le comprendre, c'est ton intellect qui va le comprendre. Alors, présentement, prochainement, on va monter, d'ici une trentaine d'années encore, on va être rendu dans l'âge d'or. Alors, je te remercie beaucoup, Daniel, pour cette conférence. Pour ceux qui ont pris des pamphlets